Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous, premier numéro de l'année 2024. On vous souhaite le meilleur et on vous remercie d'être tous les dimanches avec nous. 3 autrices avec nous ce soir. Florence Henault pour cyberharceler et un témoignage, mais aussi des clés pour essayer de comprendre ce phénomène. Julie Arcoulin pour clouer le bec au patriarcat. Le titre est assez explicite. Et puis on terminera avec un roman au jardin des immortels signé Valentine Delecourt. En fin d'émission, ne ratez pas notre micro ouvert avec ZNT, le duo de slameuses qui viendra nous interpréter un extrait de son spectacle Bitume. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Florence Henault. Bonjour Fabrice. Est-ce que vous êtes déjà venu dans ce studio? Bah visiblement non. Visiblement non. Et vous avez déjà envie de vous asseoir? Bah quoi, je dois rester debout? Non, mais on va vous laisser vous asseoir. Est-ce que je peux vous proposer de prendre une autre place sur la banquette? Vous voulez que je m'asseye sur mon livre? La plus à droite. Ma droite? Oui, votre droite. Ok, donc je m'assieds Voilà. sur... Non, pas sur les livres, devant le petit dossier. Encore un petit peu sur votre droite. Hop. Ah, vous voyez, ça Ouais. c'est un dossier. Encore un Léger petit peu. problème de proprioception, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Comment est-ce qu'on vous présente, Florence? On dit journaliste freelance? Oui, ça m'a l'air très bien ça. Ouais. Journaliste, Ouais. réalisatrice aussi. Réalisatrice, vous aviez fait un documentaire. On en parle un petit peu de ce documentaire. C'était un moment important pour vous? Oui, ça a été un moment très important. C'est un documentaire que j'ai réalisé avec Myriam Leroy en 2021 qui s'appelle #salepute. On voulait l'appeler Ta gueule connasse, mais c'est pas passé. Et pourtant, ça disait beaucoup de ce qu'on dit dans ce documentaire. Ouais, et l'autre titre est passé plus facilement. Oui, #salepute, c'est passé crème. Mais Ta gueule connasse, personne ne voulait, je ne comprends pas. Et pourtant, ça disait exactement ce qu'on disait, ce qu'on voulait illustrer dans ce documentaire, c'est-à-dire que la violence, la cyberviolence à l'égard des femmes silencie les femmes, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie physique, dans le débat démocratique. Et donc, il nous semblait que ce titre était très bien, mais il n'est pas passé. Donc, #salepute, qu'on a co-réalisé en 2021, qui a été diffusé sur la RTBF et sur Arte, qui est un film qui est né d'une envie... En fait, Myriam et moi, on s'est très fort rapprochés suite aux cyberviolences qu'on subissait l'une et l'autre. Et donc, on a d'abord entamé des démarches juridiques avant de se dire, mais un jour, il va falloir faire quelque chose de tout ce qui nous arrive et de ce phénomène de société. Et donc, on ne savait pas quoi faire. On se disait, je ne sais pas, une œuvre d'art, un happening. Et puis, on s'est dit, non, en fait, il faut en faire un objet journalistique parce qu'il nous semblait que la manière dont les médias traitaient ce type d'affaires n'était absolument pas adéquate. Les affaires de cyberviolence misogyne étaient et sont encore aujourd'hui souvent traitées comme un fait divers et pas comme un phénomène de société. Et donc, on a voulu faire le travail qui ne nous semblait pas être fait dans les médias. On s'est dit, bon, puisque personne n'en parle de manière adéquate, on va le faire nous-mêmes, on va faire ce documentaire. Et on s'attendait vraiment déjà à ne pas trouver de financement parce qu'il nous semblait que le sujet n'était pas pris au sérieux. Du moins, quand nous, on en parlait, les gens ne nous prenaient pas vraiment au sérieux. On s'attendait à ne pas trouver de financement. On a été bien financé. On s'attendait à ne pas trouver de diffuseur. Et on s'attendait, si on trouvait un diffuseur, à être diffusé je sais pas, sur la 3 un dimanche au milieu de la nuit et certainement pas en prime sur la télé. Et ça a été diffusé à une heure de grande écoute. Ouais. Ça a eu beaucoup de retours? Oui, alors on n'a pas changé le monde, hélas, mais oui, on a eu beaucoup de retours et notre but premier avec ce documentaire, c'était de nous adresser aux femmes, c'était de leur dire, en fait, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est infligé via Internet, de ce type de violence. Ce n'est jamais parce que vous avez fait une chronique, publié un statut, posté une photo, vous n'êtes jamais responsable de ce que vous vivez. En fait, il y a une grille de lecture qui est beaucoup plus large derrière ces cyberviolences, c'est la misogynie ambiante et finalement, Internet n'est qu'un outil pour violenter les femmes. On a eu énormément de témoignages
très touchants de femmes, de jeunes filles, de femmes qui ont ouvert les yeux suite au documentaire et qui nous ont raconté des histoires qui fendent le cœur en fait, qui nous ont dit moi je me rends compte que j'ai quitté le journalisme parce que j'avais pas du tout envie d'être victime de ce genre de trucs, je me rends compte que moi je ne traite pas les sujets que j'ai envie de traiter, je me rends compte que je ne dis plus ce que j'ai envie de dire, je me tais, je me fais toute petite et donc voilà, ce qu'on voulait c'était vraiment offrir une grille de lecture aux femmes parce que il y a une tendance qui existe toujours aujourd'hui, qui est de remettre en question le comportement de la victime et pas les intentions des auteurs de violences. Donc on va se demander si la victime n'était pas un peu clivante, si vraiment elle aurait dû poster cette photo, s'il était bien nécessaire d'écrire ce commentaire, au lieu de se poser la question de l'intention des auteurs qui sont derrière ces violences. Et donc il y a ce qu'on appelle le victim blaming, c'est-à-dire blâmer le comportement de la victime plutôt que questionner l'intention des auteurs. Ouais, alors ça, c'était le documentaire Sale pute. On va parler maintenant, mais c'est peut-être le même sujet, oui. D'un ouvrage, d'un livre que vous publiez maintenant. Ça s'appelle Cyber harcelé, avec harcelé au féminin. Le sous-titre, oui. C'est 10 étapes pour comprendre et lutter. On peut dire que c'est la version papier de Sale pute ou je vais trop vite ? Non, c'est la version papier. C'est surtout dans ce livre, j'ai mis ce qu'on n'a pas mis dans Sale pute, c'est-à-dire que Sale pute, on a pris l'angle des insultes et des menaces parce que c'est ce qui nous semblait le plus facilement compréhensible pour le grand public, mais les cyberviolences à caractère misogyne vont bien au-delà des insultes et des menaces. Il y a vraiment toute une palette. Je veux dire, ça peut être du doxing, ce qu'on appelle l'envoi de dick pic, de photos de Alors on va devoir décoder, Florence Hainaut. Mais dick pic, ça veut dire photo de bite en fait. Voilà. Doxing, ça veut dire qu'on relève l'identité de quelqu'un qui se cache derrière un pseudo. Doxing, ça veut dire révéler au grand public, en tout cas de manière publique sur Internet, des informations à caractère privé. Donc ça peut être l'identité de quelqu'un sur Internet, ça peut être son adresse, ça peut être des informations personnelles, dans le but de lui nuire et que d'autres aillent lui nuire physiquement. Donc dick pic. Photo de bite, c'est quand même rigolo parce qu'on a une loi sur les photos de bite en Belgique, donc il est interdit d'envoyer des photos de sa bite aux gens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans toute la palette de ce qu'on peut infliger aux femmes? Il y a évidemment le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le saccage de pages Wikipédia, ça c'est un truc qui m'arrive souvent. Il y a quelqu'un sur base de ma page LinkedIn qui a créé une page Wikipédia pour moi et régulièrement il y a des guerres d'édition sur ma page Wikipédia où des gens ajoutent des choses fausses comme le fait que je me serais réjouie de l'arrivée des talibans au pouvoir, etc. C'est dans le but de vous nuire? Ça veut dire que vous avez beaucoup d'ennemis? Oui. Oui, je pense. En tout cas, c'est ce que je remarque. Donc il y a du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, il y a le dévoilement de photos intimes. On sait que 90% des victimes de diffusion de photos intimes sont des femmes. Donc voilà, ça s'appelle cyberharcelé parce que ce que montrent toutes les études internationales, ce que montrent tous les chiffres, c'est que la grande majorité des victimes de cyberviolence sont des femmes et elles sont violentées parce qu'elles sont des femmes, ce qu'on appelle en bon français de France une discrimination. Voilà, et il y a énormément d'exemples et beaucoup de chiffres effectivement dans cet ouvrage. Vous l'avez sous-titré avec cette expression 10 clés pour comprendre et pour lutter. Ça veut dire que vous voulez en faire une sorte de, on va dire, de guide de survie ou de si je suis confronté à ce phénomène de harcèlement ou même si j'ai juste envie de le comprendre, je dois pouvoir trouver des recettes, des remèdes, des suggestions de réponses, si je lis Florence Hainaut? Alors, les 10 étapes, ça m'a été imposé par la maison d'édition. Moi, je voulais appeler ce livre « Les habits neufs de la misogynie ». Il faut savoir que quand on sort un livre, il faut que ce livre soit référencé sur les plateformes de vente, soit référencé sur Internet. Donc, cyberharcelé, en fait, ce livre porte sur les cyberviolences. Le harcèlement, c'est un type de cyberviolence. Cyberharcelé, c'est un titre qui a aussi été choisi pour que l'algorithme retrouve vite, fasse vite tomber sur mon livre quand on tape cyberharcèlement. Oui, mais il y a quand même un aspect pratique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de définitions. Oui. Vous avez eu à cœur quand même d'expliciter un certain nombre de concepts.
qu'on entend très régulièrement, mais dont on n'a pas forcément une compréhension très juste. Et il y a quand même un aspect pratique où, je ne vais pas dire que ça remplace un avocat, mais ça nous aide quand même à comprendre ce qui peut nous arriver. À comprendre ce qui peut nous arriver. Et c'est vrai, j'essaye de donner une série de conseils pratiques, non seulement aux victimes, mais aussi à l'entourage de la victime. Ça, c'est une espèce de double peine quand on est victime de cyberviolence, c'est que, comme il y a encore une très mauvaise compréhension du phénomène, l'entourage des victimes n'est pas toujours là de manière adéquate. Je dis beaucoup adéquate parce que je n'ai pas trouvé de mots plus justes. N'est pas souvent là de manière adéquate. On a souvent tendance à minimiser, à relativiser. Ben, en fait, c'est ça. C'est que quand on dit « je suis victime de cyberharcèlement ou des cyberviolences », le préfixe « cyber » donne faussement l'impression que ce n'est pas réel. Or, Internet, c'est l'espace public le plus important dont on dispose aujourd'hui. Et si on en doutait encore, la pandémie nous a montré que sans Internet, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et c'est comme si c'était une espèce de monde parallèle où les violences infligées ne blessaient pas vraiment, comme s'il suffisait d'éteindre son ordinateur, comme si Internet en fait était une espèce de jeu vidéo qu'on pouvait éteindre quand on a un petit peu mal au doigt à force de jouer. C'est pas aussi simple que ça, c'est vraiment l'espace public le plus important dont on dispose aujourd'hui. C'est là que naissent les luttes, c'est là que pas d'Internet, pas de MeToo. Pas de réveil mondial sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Si des milliers de femmes du monde entier n'avaient pas pu, de manière conjointe, partager ces expériences, aujourd'hui, on n'aurait pas la lecture politique, le début de lecture politique qu'on a sur le phénomène des violences sexistes et sexuelles. Donc, Internet est vraiment un lieu d'émancipation pour les femmes et pour toutes les minorités en général. Et c'est donc aussi un lieu où le lieu parfait pour les faire taire, pour que les choses ne deviennent pas politiques en fait. Alors ce que votre livre explique très bien, c'est que la cyberviolence, c'est de la violence, et que le cyberharcèlement, c'est du harcèlement, et que donc les auteurs de ces cyberviolences ou de ces cyberharcèlements sont des auteurs de violence ou de harcèlement tout court. Je voudrais que vous preniez votre livre, Florence Hainaut, vous l'ouvriez au hasard, parfois le hasard fait bien les choses, parfois pas, et que vous me lisiez quelques lignes. Les cyberviolences tuent. Et je parle hélas au sens littéral. En 2014, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, s'est penché sur la santé mentale des adolescents en France. L'étude révèle que le risque d'avoir tenté de se suicider est 3,17 fois plus élevé lorsqu'on est victime de cyberharcèlement. C'est même, je cite, le facteur déclencheur statistiquement le plus fort de la tentative de suicide. 10 ans plus tard, le phénomène ayant explosé, on peut se demander quels sont les chiffres. Une autre étude, plus récente, est menée sur des adultes, avance ceci. 49% des victimes ont eu des pensées suicidaires et 14% déclarent avoir tenté de se suicider suite aux violences subies. Voilà, petit extrait au hasard, on est dans là quelque chose de très sérieux avec des chiffres. Je voudrais quand même signaler, il n'y a pas que ça dans ce livre, il y a aussi dans votre style, d'abord c'est écrit à la première personne, et il y a aussi un petit peu d'humour, d'autodérision, de distance. Oui. Oui, et en fait, c'est pas. Je ne sais pas faire autrement. En fait, il n'y a pas besoin de rajouter du malheur au malheur. C'est une manière de vous protéger, de prendre ça maintenant avec cette espèce de distance humoristique, parce que vous avez eu quand même, vous avez dégusté dans ce domaine-là, et vous avez eu de très nombreuses procédures en justice, certaines qui sont toujours en cours. On imagine que c'est lourd et difficile à porter au quotidien, mais vous voulez en parler avec détachement. Je pense que pendant longtemps, j'ai utilisé l'humour de manière pas adéquate. J'ai beaucoup trop utilisé l'humour pour parler de ce sujet, et donc les gens à qui je communiquais sur la problématique n'ont peut-être pas compris l'ampleur du problème et la gravité du problème. Donc j'essaye de manier l'humour. C'est aussi dans ce livre, je pense qu'il y a des passages qui peuvent être parfois difficiles à lire quand on n'est pas au courant de la réalité. Et donc, c'est aussi une manière de mettre de l'attention de temps en temps, de laisser les personnes, après une longue liste d'horreurs et de sévices, de pouvoir avoir une petite bouffée d'air pour sourire ou parce que ce que je raconte est assez violent, en fait. Ce que je raconte est terrible, si je puis me permettre. Ça s'appelle donc Cyberharcelé, c'est aux éditions DBS, ça veut dire deux books supérieurs DBS. On va étudier
un autre ouvrage, si vous voulez bien, maintenant. Il se trouve également sur votre gauche, si vous voulez le prendre. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Non, pas encore. Ah. Je veux. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Mais évidemment. On va accueillir l'autrice de cet ouvrage. Nous accueillons Julie Arcoulin. Il va encore me dire... Je pense que vous vous connaissez, vous nous le confirmez? Je pense que non, on s'est déjà croisés, mais c'est la première fois qu'on discute physiquement. Oui. On se connaît via les réseaux sociaux. Oui, on s'est toujours parlé via les réseaux. On a quand même beaucoup d'amis communs et d'amis communes, mais c'est la première fois qu'on se voit en vrai, je crois. Tout à fait. Ouais. J'ai l'impression que je vais t'interviewer, c'est gênant. Mais j'adore. Et c'est pourtant étonnant parce que vous êtes sur des thématiques qui sont pas identiques, mais qui sont quand même relativement proches. Vous avez des préoccupations communes l'une et l'autre, non? Oui. Le système de domination, oui, les violences misogynes. Donc oui, c'est des thématiques très communes. Oui. Ouais. Julie Arcoulin, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, c'est toujours facile ça. Donc je suis Julie Arcoulin, je suis autrice, j'anime des conférences et j'accompagne depuis 14 ans des femmes victimes d'emprise, de violences conjugales et intrafamiliales. Et c'est ce qui m'a menée à écrire ce livre. Et aujourd'hui, j'accompagne aussi des entrepreneuses à développer leur activité. Ça, c'était pour un peu sortir le nez du guidon par rapport à cette thématique-là qui est quand même... C'est dur de bosser tout le temps sur les violences. C'est dur d'être en première ligne. Et ce qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment, je me suis dit, non mais là, ça va pas du tout. Ça faisait 12 ans avant que je commence à écrire ce livre, mais ça faisait 12 ans que j'étais sur le terrain avec ces femmes et que rien ne changeait. C'est-à-dire la justice ne les protège pas les enfants, les croit pas, on est toujours dans les mêmes schémas. Donc à un moment, je me suis dit, bon, alors je vais ou cultiver des asperges. C'est pas exclu d'ailleurs que... Ouais, j'ai dit élever des chèvres dans le Larzac. Voilà, c'était ça ou les chèvres. Et puis en général, j'écris pour diminuer le feu de l'impuissance et de la colère. Et donc, j'ai commencé à écrire ce livre. Ouais. Ça a été dur. Alors, ça s'appelle Clouer le bec au patriarcat. Vous avez écrit dans le passé plusieurs ouvrages qui étaient autour de plus de votre pratique professionnelle, hein, plus de votre pratique de coaching ou de thérapie, qui tournaient plus autour des relations toxiques, hein, des relations toxiques dans le couple, ou dans les relations parents-enfants, hein, qui peuvent aussi être des relations toxiques. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que cet ouvrage-là, il vous fait monter d'un cran? On est plus dans une conceptualisation. C'est plus théorique que vos ouvrages précédents qui étaient plus pratiques. Tout à fait. Vraiment, j'ai eu besoin de prendre de la hauteur sur ce que je voyais dans le micro. Et je dis souvent ça quand je parle de ce livre, c'est que j'ai été dans le macro en me disant mais pourquoi ça merde autant en fait? Pourquoi mes journées, pourquoi pendant toute la journée je vois défiler des femmes victimes de violences? Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai commencé à lire, à me documenter, à regarder des films, des documentaires. #salpute en fait partie. Et donc oui, j'ai pris de la hauteur avec ce livre en fait. Alors, c'est celui qui a été le plus douloureux à écrire. Pourquoi c'est une bonne question. Je pense que alors je le savais déjà, hein, c'est pas ça, mais je me suis rendu compte à quel point c'était épouvantable ce qui se passait et à quel point c'était partout. Dans tous les milieux, de partout, tout le temps, ce système de domination et de violence faite aux femmes. Donc, vous écrivez même, on a mis en place des systèmes pour lutter contre les violences, il y a la justice qui existe, mais tout ça, ça reste dominé par des hommes et donc ça ne marche pas. Oui, j'ai écrit ça, c'est mon genre. Oui, c'est un système par les hommes, pour les hommes en fait, et même certaines femmes, parce que bon, on va pas non plus, enfin, faut dire les choses comme elles sont. Certaines femmes sont aussi très dans la défense des idées qui viennent de, je ne sais pas très bien où, sur la justice, les femmes qui mentent. Les femmes qui mentent, les femmes qui inventent, qui ne veulent pas laisser la place au père. Enfin, c'est très ancré, notamment dans la justice, dans les réseaux d'experts, enfin, partout.
Ouais. Est-ce que le cyberharcèlement dont parlait Florence Hénault, c'est des choses dont on parle dans votre cabinet ou dans les conférences que vous animez avec des femmes? Non, parce que j'ai pas vraiment de personne publique, on va dire ça comme ça. Je pense que le cyberharcèlement n'est pas que, enfin c'est pas que les personnes publiques qui en sont victimes. Loin de là, loin de là. Mais j'ai pas tellement ce genre de problématique. J'ai par contre du harcèlement, du harcèlement par les réseaux, à travers tous les outils digitaux qu'on a aujourd'hui. Mais c'est la même personne, quoi. C'est toujours l'agresseur. Il y a 3 études conjointes, 3 études que j'ai décidé qu'elles étaient conjointes, qui ont été menées séparément, une aux États-Unis, une en Angleterre et une en France, qui montrent que 85% des femmes accueillies dans des centres pour femmes victimes de violences conjugales sont victimes conjointement de cyberviolences de la part de leur compagnon ou de leur ex-compagnon. Donc en fait, les cyberviolences misogynes, cyber, c'est un outil, c'est pas un endroit. L'endroit de la violence, c'est pas Internet, c'est pas le téléphone, c'est pas l'ordinateur. L'endroit de la violence, c'est le corps, c'est l'esprit de la personne. Et donc, Internet est un outil qui est utilisé pour violenter les femmes. Et donc, dans le cadre des violences intrafamiliales et des violences conjugales, l'outil cyber est très souvent utilisé. Et je pense que si peut-être on te parle peu de cyberviolence, c'est parce que encore faut-il réaliser qu'on est victime de ça. Si ton biotope naturel, quand tu te promènes sur Internet, c'est te faire insulter, te faire rabaisser, etc., tu ne te rends peut-être pas compte de quoi ça participe. Et donc, encore faut-il savoir ce qu'est exactement la cyberviolence et accepter, encore faut-il que la société laisse la place aux femmes pour qu'elles puissent dire, en fait, je suis victime de discrimination, je suis victime de violence, et on n'est pas toujours... Ah non, moi je dois passer mon temps à convaincre les femmes qu'elles subissent de la violence. C'est chouette comme taf. Ah non, mais c'est... Et bon, pardon, je vais un peu plomber l'ambiance, mais on a un numéro de claquette très au point pour ce genre de moment. Je passe mon temps aussi à les convaincre qu'elles se font violer. C'est-à-dire que quand elles m'expliquent des rapports sexuels violents, non consentis, je dois vraiment leur dire mais c'est un viol. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est à ça qu'a servi MeToo, entre autres. Moi, j'étais quand même très largement adulte quand j'ai découvert ce qu'était la zone grise du consentement. Au début, quand les témoignages MeToo déferlaient, je me suis dit fou, quel bol, j'ai pas été harcelée sexuellement ni violée dans une ruelle. Et puis, même le mot même, consentement, est un mot qu'on ne m'avait pas appris. Et la zone grise du consentement, je pense qu'on a été des milliers, des centaines de milliers partout dans le monde à se dire gloops. En fait, j'ai en fait été victime de violences sexuelles, mais personne ne m'avait permis de le réaliser. Enfin, on le sent, on le vit, on ne se sent pas bien, mais s'il n'y a pas de mots, s'il n'y a pas de concept, s'il n'y a pas de politisation du phénomène, il n'y a pas la place non plus pour pouvoir le dire. Donc même ce qu'est techniquement un viol, on ne l'a même pas appris. Non. Julie Hercoulin, est-ce que vous pourriez me définir ce que c'est le patriarcat? C'est la merde. Oui, c'est-à-dire c'est un système de domination des uns sur les unes. En gros, mais pas que sur les unes, c'est-à-dire que l'unité de mesure, c'est l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, mais bon. Non, mais voilà, et tout ce qui ne correspond pas à cette unité de mesure peut subir de la discrimination, de la misogynie, du sexisme, de l'agisme, toutes les discriminations. Ouais. Clouer le bec au patriarcat. Donc clouer le bec, j'imagine, ça veut dire faire taire le patriarcat. C'est un objectif atteignable ou pas? Va falloir boulotter, les gars. C'est-à-dire, c'est une question qu'on nous pose à nous. Mais j'ai envie de renvoyer la question. C'est, les gars, est-ce que vous êtes prêtes à faire le taf pour qu'on en finisse? Visiblement, non. Voilà. Questionner un système de domination et demander plus d'égalité, c'est forcément partager le pouvoir. Ouais. Et je comprends, de manière théorique, que les personnes qui détiennent le pouvoir n'aient pas spécialement envie de le partager. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre un mot sur les féministes. On va dire, voilà, ces femmes sont féministes, mais on ne met pas de mots sur les autres. Enfin, je veux dire, il doit bien y avoir un mot en français pour les personnes qui
qui n'ont pas l'égalité entre les genres chevillés au corps. J'ai quelques idées, mais bon, voilà. c'est pas... J'imagine même que vous avez un large vocabulaire, Julie Hercoulin. Allez-y. Oui. Misogyne, Sexiste, Oui. misogyne. sexiste. Connard Non. Trop-duc non plus. Non. Il y a un point commun dans vos deux ouvrages et dans votre manière d'écrire. Julie Hercoulin, vous aussi, il y a de l'humour sous votre plume ou sous votre clavier. Oui. Oui, C'est pourquoi? vrai, ça me fait plaisir qu'on reconnaisse ça, parce que c'est pas toujours facile de faire de l'humour sur ces sujets. Mais je pense que c'est une de mes stratégies de survie. C'est-à-dire que si je ne fais pas d'humour dans ma pratique, ou je deviens alcoolique, ou je me jette par la fenêtre. Enfin, voilà. Donc, moi, j'aime bien l'autodérision, j'aime bien dédramatiser aussi. Et je trouve que ce sont des sujets quand même assez lourds. Et voilà, pour moi et pour les autres, j'aime bien en effet mettre de l'humour. Il y a aussi deux parties un petit peu dans votre ouvrage. Il y a une première partie, les premiers chapitres, c'est à peu près moitié-moitié si je ne me trompe pas. Oui. Ça va plutôt être théorique. Oui. Et on est effectivement dans les concepts. Il y a même des rappels historiques de ce que c'est que l'histoire de la domination entre les hommes et les femmes. Et puis il y a une seconde partie qui est plus inspirée par votre pratique professionnelle et des contacts que vous avez pu avoir avec les femmes. Il y a parfois des témoignages qui sont assez durs. Je pense qu'il faut prévenir quand même aussi le lecteur ou la lectrice. Il y a des témoignages qui sont assez durs, mais qui sont très pratiques et où vous expliquez comment répondre à un certain nombre de situations ou un certain nombre de propos qu'on peut vous tenir. Par exemple, oui, mais on ne peut plus rien dire. Oui. Ou oui, mais alors à cause des féministes, les hommes ne peuvent plus faire la cour ou ne peuvent plus draguer les femmes. Voilà, vous essayez de démonter tout ce genre de propos. C'était important qu'il y ait un aspect pratique, entre guillemets, dans ce livre? Oui, parce que c'est un peu ce qui m'a manqué, moi, dans toutes les lectures que j'ai faites, des choses brillantes, c'est pas la question, mais du coup, j'étais un peu, bon, mais alors, ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, c'était la première raison, et parce que j'aime bien que mes livres soient pratiques. Alors ça fait un peu vieille France de dire ça, mais j'aime bien qu'il y ait des choses qu'on peut mettre en application dans son quotidien. Et puis franchement, c'est la partie où moi je me suis le plus éclatée. Faire des répliques, parce qu'il y a la réplique toute bien, toute lisse, et puis il y a la réplique un peu moins correcte, et puis il y a le coup de batte de baseball avec des clous. Donc c'est aussi la partie où moi je me suis vraiment amusée à écrire, parce que c'était une façon de donner des idées, mais c'était aussi une façon de me décharger de ce que moi je rêverais de dire et de ce que je n'ose pas toujours dire. Ça va mieux depuis que je l'ai écrit justement, mais c'était, oui, j'avais envie de m'amuser dans cette partie-là. Ouais, donc ça s'appelle Clouer le bec au patriarcat. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Il a été bien reçu. Vous avez déjà des premiers retours de lecteurs, ce livre? De lectrice. De lectrice. Oui. Mais vous vous adressez aux lecteurs aussi. Lecteurs et Alors, c'est lectrices. vrai, Et il y a même un chapitre spécifiquement destiné aux hommes au début. Oui, il y a une petite, il y a quelques pages où je m'adresse à eux pour un peu les motiver. Oui, les lectrices adorent. Et ce qui me touche particulièrement, c'est quand on me dit je me sens moins seule, je me sens moins folle, et ça fait écho à. Et ça, c'était un truc important aussi pour moi dans l'écriture, c'était faire écho à cette espèce de colère et cette impuissance, quoi. Donc oui, les retours des lectrices sont particulièrement touchants. Florence Henault, est-ce que ça fait écho, tout ce que vient de dire Julie Hercoulin, chez vous ou pas? Oui, Est-ce que totalement. vous pouvez vous reconnaître dans une démarche assez proche ou pas? Oui, dans la démarche qui consiste à... j'ai un peu écrit le livre Cyberharcelé pour les mêmes... Enfin, en tout cas pour certaines des mêmes raisons, c'est-à-dire que je voulais donner aux femmes... C'est pas un livre qui s'adresse uniquement aux femmes, parce que c'est un livre sourcé scientifiquement qui pose un constat scientifique sur la situation actuelle des cyberviolences à caractère misogyne, mais c'est aussi un livre qui offre une grille de lecture aux femmes, qui offre des outils pratiques. Et dans ma démarche, il y avait aussi l'envie que les femmes qui vivent ce genre de violence ne se retrouvent pas dans la même solitude dans laquelle moi je me suis retrouvée quand j'ai commencé à subir ça. Ouais. C'est vraiment une immense solitude, et je voulais offrir presque une communauté et surtout les déculpabiliser. Ouais. Julie Hercoulin, commencer à parler de ces problèmes ou des comportements qu'on subit, c'est la première chose à faire. C'est le premier pas.
Alors, la première chose avant ça, c'est de se rendre compte qu'on subit ce genre de comportement. Comme disait Florence tout à l'heure, c'est que on est tellement biberonné aux conditionnements patriarcaux qu'on a parfois du mal à se rendre compte qu'on les subit ou qu'on en est victime. Et après, c'est en parler, mais pas d'injonction. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de dire il faut parler, il faut porter plainte, il faut. C'est non, d'abord, tu vas sentir, réfléchir à ce qui est OK pour toi. Est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que tu as envie de porter plainte? Est-ce que tu sais à quoi tu t'exposes? Donc, prise de conscience qu'on est dans les comportements, se demander si on a envie d'en parler, et puis en parler. Mais bon, là on parle des violences. Oui, en tout genre, des violences du patriarcat. Mais je pense qu'il y a l'étape de est-ce que j'ai envie d'en parler et à qui je vais en parler, et surtout bien choisir à qui on en parle. Voilà, et que l'entourage qui reçoit cette parole accepte de la recevoir et ne renvoie pas des messages négatifs, minorisants, relativisants, condamnants, jugeants. Merci à toutes les deux pour cet échange. On va changer un petit peu de registre, si vous voulez bien. Il y a un troisième livre, Florence, à votre gauche. Vous pouvez me lire le titre? Au jardin des immortels. Est-ce que vous pouvez imaginer de quoi ça parle? Absolument pas. Tu vois, nous, au moins, on est clair. Alors, on va aller vers le roman. On va donc changer un petit peu d'univers et on va accueillir Valentine Delecourt. Valentine Delecourt. Je vous propose de ne pas éclairer tout de suite Florence Hénault. Laissons-la un petit peu dans le brouillard. Ouais, commençons par raconter qui vous êtes. Eh bien, je suis romancière et comédienne et je m'occupe d'une fondation qui fait de la prévention des accidents domestiques et de l'accompagnement dans le deuil. Voilà. Est-ce que tout ce qui a été dit sur le harcèlement, le sexisme, la domination masculine, ça vous parle ? En partie, certainement. Ma manière de le combattre, pour moi, c'est plutôt par l'éducation. J'ai des enfants, donc je pense qu'il est très très important de commencer dès le début. Je pense qu'il n'y a aucune raison de faire des différences filles-garçons. Je vois très fort depuis le début qu'il est plus facile de demander à une petite fille de débarrasser sa place et un petit garçon va essayer de ne pas le faire. Et je pense que c'est important de tenir. Je pense que parfois par facilité on lâche, mais qu'il est important qu'un garçon comprenne que la violence est absolument inacceptable. Et tout autant que sa sœur, bien sûr, mais elle aura peut-être plus recours à d'autres types de choses. Et je pense que si on veut éviter que le patriarcat perdure, eh bien, il faut, depuis le départ, dans les cours de récréation, travailler ça. Julie Arcoulin, vous êtes d'accord avec ça, ce qui vient d'être dit? Oui, c'est un début, oui, bien sûr. Ouais. Alors, Valentine Delecourt, c'est votre 5e roman, je ne me trompe pas? Ouais. Il parlait de quoi, les 4 précédents? De plein d'autres choses différentes, mais mes thèmes préférés, ce sont quand même les relations familiales, l'attachement à la maison et puis la finitude humaine. Oui. Voilà, ça pourrait parler aussi à Julie Arcoulin. Peut-être qu'il va falloir que vous échangiez vos livres à la fin de cette émission. Allez, on va raconter ce qui se passe avec ces immortels. Qui sont ces immortels? Et ce sont les dieux de l'Olympe. Ce sont les dieux de la mythologie grecque et romaine. Avoue que j'aurais pas pu. Non, voilà. Donc tout se passe. Ah, il y a une illustration qui aurait pu vous guider un petit peu. Montre, moi j'ai pas vu. Bon. Voilà. Oui. Ouais. C'est l'histoire d'un mortel qui, un jour, vole une invitation qui est dans la mallette du facteur. Et c'est une invitation pour une fête extraordinaire. Et il décide de cracher cette fête. Et il entre. Et en réalité, sans s'en rendre compte, il se retrouve parmi tous les dieux de l'Olympe. Et au début, il ne comprend pas. C'est l'histoire du patriarcat, en fait. C'est une féministe qui va... Pardon. Excusez-moi, j'ai une grille de lecture un peu biaisée. Il y a un aspect patriarcat assez prononcé chez certains dieux de l'Olympe. Chez Zeus, oui, en tout cas. Oui, tout à fait, puisqu'évidemment, il y a toute l'histoire il y a effectivement Diane Chasseresse et d'autres déesses qui n'en peuvent plus de cette domination de Zeus, effectivement, qui décide et qui trompe évidemment Héra au vu au-dessus de tout le monde depuis des millénaires et qui, effectivement, vont décider de fomenter un complot pour faire perdre sa puissance à Zeus. Mais l'histoire est quand même centrée sur Hector, très jeune homme sans aucune relation qui a grandi uniquement dans les livres. Tout ce qu'il connaît, ce n'est que par les romans.
Et donc il arrive, il ne connaît rien de la vie, et une déesse va le séduire, et c'est son passage à l'âge adulte qui est donc au début, il a un amour très égoïste pour cette femme qui s'offre à lui, et puis peu à peu, avec la rencontre avec une autre femme, il va passer dans un amour fondamentalement adulte jusqu'à s'oublier lui-même par amour pour l'autre. Mais pour moi, c'est surtout un roman axé sur le temps, puisque la certitude de notre condition humaine, homme comme femme, c'est que nous sommes mortels, nous allons mourir. Et j'ai voulu imaginer ce que serait la vie s'il n'y avait pas ce coup près de la fin. Et je suis convaincue que la plupart des choses que nous faisons, que nous réalisons, sont dues au fait qu'on n'a pas toute la vie pour le faire. Sinon, on ne voudrait pas changer le monde. On ne voudrait pas laisser sa marque. On ne voudrait pas, je ne sais pas, avoir des enfants, s'ancrer, écrire des livres. Tout ça, ça compense notre mortalité. Et donc, j'ai voulu imaginer qu'est-ce que c'est que la vie quand il n'y a pas de mort. Et en fait, c'est une vie très dépourvue de sens, en fait, avec beaucoup d'ennuis. Et ça interroge aussi l'amour. Ouais. Je donne encore une petite clé pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Votre roman, c'est aussi un carambolage des époques. Ça se passe à l'époque contemporaine, pour que tout le monde comprenne bien. Cet Hector qui va s'incruster chez les dieux, c'est un garçon d'aujourd'hui. Alors, il n'a pas une vie extraordinaire, sa vie est même relativement vide. D'un ennui absolu. C'est pour ça, évidemment, qu'il est terriblement attiré au départ par le côté fête décadente des dieux. Mais donc, ça veut dire que Zeus, Diane, Héra, Dionysos et tous les autres, ils existent toujours aujourd'hui. Ils sont quelque part dans une maison, à la campagne, il faut la trouver. Lui, il a la chance de la trouver grâce à cette petite invitation dont il s'est saisi. Mais c'est ça aussi, votre roman, c'est le décalage entre notre vie d'aujourd'hui et ces dieux de l'Olympe. Ils existent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont traversé les siècles et les millénaires. C'est un petit peu leur problème aussi, c'est qu'ils ont traversé les siècles et les millénaires, mais ils ont un petit peu perdu de leur superbe. Eh bien, j'ai pris le parti d'imaginer qu'en fait, les dieux n'ont leur puissance que parce qu'ils ont des adeptes. Et comme plus personne n'a foi et sacrifie des petits pigeons pour Héphaïstos, eh bien, en fait, ils ont perdu leur pouvoir. Et donc, ils sont là comme des espèces de riches acteurs finissants, et voilà, et plus personne ne leur donne l'heure. Moi, je te dis que tu as écrit un livre sur la chute des patriarcats. Tu en penses ce que tu veux, mais j'ai mon avis sur la question. Donc, mais en tout cas, il y a toute une question qui n'est pas spécifiquement homme-femme, mais quand même de dominer et dominant, qui sont les dieux par rapport, par exemple, aux nymphes. Il y a vraiment une hiérarchie qui choque évidemment énormément le héros, et on le voit quand on connaît la mythologie, que les dieux s'amusent à faire souffrir les mortels, les nymphes, les prennent, les jettent, et voilà. Ouais. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée, qui est une idée sublime, qui donne quand même des choses très drôles dans ce roman? Comment ça vous est venu l'idée de dire, tiens, peut-être que Zeus est parmi nous? Mais en fait, j'ai toujours adoré la mythologie grecque et toutes les religions, et surtout toutes ces religions très du passé polythéiste, où les humains expliquaient tout ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre par des raisons divines. Et donc, je me suis dit que c'était très amusant d'imaginer ce qui se passait bien quand les dieux sont morts. Et comme ils sont immortels, ils ne peuvent pas mourir. Et donc, ils sont là en train d'attendre que peut-être un idiot qui va fonder une secte et va peut-être raviver leur culte. Ouais. Ils vont s'en sortir, les dieux, à la fin de votre roman, de cette confrontation avec un humain mortel, et inversement, l'humain mortel, Hector, va s'en sortir aussi ou pas? Eh bien, on voit dans toute la mythologie que quand il y a des relations entre les dieux et les humains perdent toujours. Mais ici, Hector va devenir quand même un héros et va libérer les humains définitivement de l'emprise de ces dieux. Et c'est quand même assez amusant de voir que les humains ont créé des dieux bourrés de défauts épouvantables. Je veux dire, chacun de ces dieux est soit gourmand, soit coureur, soit orgueilleux, soit colérique. C'est amusant d'aduler des êtres qui sont totalement plus imparfaits que nous. Mais alors, c'est même pas accessible, c'est épouvantable. Ouais. Julie Arcoulin, est-ce que ça vous donne envie de lire? Oui, j'ai envie de me remettre au roman en plus. Non mais c'est vrai. J'ai lu tellement d'essais là j'ai fait une pause parce qu'il y a un moment c'est plus possible, mais oui, tout à fait. Dans les dieux grecs, c'est lequel votre préféré? Il y en a bien un qui n'a pas violé, non, je cherche.
Non, il y a certainement Athéna, la déesse de la sagesse, mais elle est un peu intransigeante. Alors, j'aime bien Perséphone, la pauvre, qui a été kidnappée dans les enfers et qui a le droit de remonter une fois par an vers la surface. Et alors, sa mère, Déméter, la déesse des moissons, j'en parle pas du tout dans le roman, mais voilà, peu importe, refait fleurir absolument tout par joie de retrouver sa fille. Les relations mère-fille, c'est beau. Ouais. Héra, elle pardonne à Zeus, hein. Elle oublie en fait. Bah, disons que ça fait 3000 ans, comme on le dit dans le roman, elle est coincée avec lui, elle peut rien y faire, la pauvre. Mais non, elle n'arrête pas d'essayer de se venger, elle est furieuse. Ouais. Alors attention, j'ai une question qui est difficile, et vous avez Florence Hénault et Julie Arcoulin qui vous écoutent, Valentine Delecourt. Pourquoi est-ce que vous écrivez avec un protagoniste, un héros qui est un homme? Vous n'auriez pas pu imaginer votre histoire non pas avec Hector, mais avec Victoria, Amandine, Florence ou Julie? Presque tous mes romans ont des héroïnes féminines et comme j'aime bien les challenges, je me suis dit que j'allais me mettre dans le cerveau d'un homme. Mais c'est très intéressant ce que vous dites justement parce que quand j'ai transmis ce roman à mon père, qui est un grand féministe d'ailleurs, pour une première lecture, pour savoir, il m'a dit ce Hector n'est pas du tout crédible, il est complètement une schlouffe, non, pas du tout, il n'est pas du tout viril. Et donc j'ai mis 1 an à essayer de viriliser, mais sans en faire un machiste évidemment, mais à viriliser mon Hector. Et donc je me suis rendu compte que se mettre dans la peau d'un homme, c'était pas un exercice facile. Est-ce que c'est un exercice facile? Julie Arcoulin, Florence Hénault, est-ce que vous pourriez être dans la peau d'un homme? Oh oui, ça doit être super confortable. Non, pas à tous les égards, mais je pense que ma vie aurait été beaucoup plus linéaire, beaucoup plus simple et moins semée d'embûches si j'avais été un homme. Donc je ne sais pas si je peux me mettre dans la peau d'un homme, mais je me dis que ça pourrait être reposant. Oui, je pense que ça doit être reposant. Après, c'est toujours difficile de présumer de ça, mais oui, j'aimerais bien faire le test 24 heures et choisir. On a fait des films avec ça. Hein. Oui. Oui. Pas toujours bon d'ailleurs. Mais peut-être qu'on verrait beaucoup moins. Ce serait peut-être intéressant qu'on puisse tous se mettre dans la peau de l'autre et peut-être qu'on verrait qu'il y a beaucoup moins de différences que ce qu'on croit et que ça nous rapprocherait. Après, le féminisme, c'est pas. C'est aussi un questionnement de la construction de la masculinité. Oui. Se questionner sur le patriarcat, c'est se questionner sur... c'est rigolo parce que le patriarcat, on peut pas le dater. On peut dater l'invention du feu, les trucs, les machins. Le patriarcat, c'est pas quand c'est né, ce qui pousse certains masculinistes à dire que c'est un état naturel des choses. Mais se questionner sur la construction de la masculinité... ça fait entièrement partie du féminisme. Et donc, quand on essaye d'appâter les moins convaincus, on leur dit non, mais vraiment, ça vous ferait du bien aussi, en fait. On œuvre pour le bien général. On n'œuvre pas seulement pour une égalité où on pourrait monter les 3 marches qu'on nous empêche de monter. On œuvre aussi pour une société apaisée, une conception du couple, une conception de la parentalité, une conception du pouvoir apaisée. C'est évident que quand on voit des couples où les individus sont dans des rôles tellement traditionnels, chacun dévolu à l'homme et à la femme, et dans des univers tellement finalement séparés, on se demande comment le couple peut réellement se retrouver dans un rapport synalagmatique. Donc je suis convaincue que œuvrer pour plus de compréhension, plus d'égalité, ne peut être que positif. Et commencer par, je pense que beaucoup de gens ont du mal à comprendre le terme de déconstruction. Déconstruire, qui a dit récemment, ça m'a fait... Michel Sardou, non. En disant non, c'est un Belge qui a dit les woke ne construisent rien de concret parce qu'ils déconstruisent. Je n'ai rien compris quoi. Déconstruire, c'est questionner. Donc questionner en effet la construction de la masculinité, la construction de la féminité. Quand j'étais jeune ado, je me disais on ne naît pas femme, on le devient. Ça veut dire qu'un jour je serai une vraie femme. Je n'avais pas tout à fait compris le concept. Et donc voir comment on a été éduqué pour devenir femme, comment on a été éduqué pour devenir homme, comment on reproduit ces schémas. Moi, je reproduis complètement ces schémas. Je veux dire, je suis dans un couple hétérosexuel classique. De temps en temps, j'ai une espèce de vision méta de moi-même, en me disant sérieux quoi. Et ça m'a donné des leçons aux gens sur le féminisme. Et donc questionner tout ça, déconstruire le modèle de l'hétérosexualité. C'est quoi l'hétérosexualité aujourd'hui? Déconstruire l'hétérosexualité, c'est pas devenir tous gender fluide et bisexuel. C'est aussi se dire tiens, l'hétérosexualité est un système politique. Comment on s'inscrit dedans? Comment dans une cellule familiale, dans la construction d'un couple, on s'inscrit en fait dans un système politique? Et comment
est-ce que je peux mettre à nu les mécanismes qui peuvent en fait reproduire des mécanismes, enfin qui reproduisent des mécanismes d'oppression au sein de l'intimité. Moi, déconstruire, c'est ma passion, quoi. Pourtant, j'aimais les caplas quand j'étais petite, mais rien tel qu'un bon coup de dent pour voir comment les caplas sont à nu et comment on peut finalement faire quelque chose de plus sain avec les mêmes matériaux de base, parce qu'on ne va pas changer. Ouais. Est-ce qu'il y a des relations saines parmi les dieux de l'Olympe, Valentine Delecourt? Alors, on n'est pas dans l'époque du féminisme, hein, dans votre roman. Hein. Non, mais c'est pas qu'il est antiféministe ni féministe, c'est que la question est posée plutôt par rapport à une problématique d'un être qui est donc Zeus, qui tient toute la pyramide. Et avec évidemment des bonnes idées et des mauvaises idées. Quand il y a des renversements, ils peuvent être tout aussi bons et mauvais. Il n'y a pas de loup et d'agneau. Hein. De toute façon, quand on déconstruit, on abîme des choses belles et on abîme des choses laides. Donc voilà, mais oui, il y a des belles relations. Par exemple, entre la sororité des nymphes qui se soutiennent sont très belles. Et puis Hector va avoir un parcours très beau, puisque c'est un orphelin qui a été élevé par une tante qu'il a adorée, mais qui est décédée, donc il est absolument seul. Et il va se créer tout un réseau de relations. Et il va avoir un rapport avec Zeus. Et puis il va avoir c'est vraiment ce parcours un peu comme Harry Potter et Dumbledore, ce rapport de l'adolescence vers l'âge adulte, c'est-à-dire au départ, on le glorifie, on le magnifie, c'est merveilleux, etc. Et puis on découvre ses défauts, on le méprise, etc. Et puis on prend sa distance et on choisit ses propres valeurs et sa propre voie. Ouais. Alors, il y a autre chose que je voudrais qu'on signale dans le livre, c'est ces dieux, s'ils acceptent Hector, c'est aussi parce que ça leur apporte une bouffée d'air frais, un petit récit de l'intérieur. Et les livres, la capacité à raconter des histoires, c'est quelque chose que les dieux n'ont pas? Eh bien, donc j'imaginais que comme ils vivent en vase totalement clos dans leur pure réalité depuis des millénaires, en fait, finalement, c'est terriblement ennuyeux. Parce que juste regarder l'eau qui chuinte dans les fontaines et les tulipes magnifiques qui poussent, il y a un moment où on a besoin d'un peu plus. Et puis ils ne lisent pas, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Et arrive dans ce jardin un humain qui a lu, qui a passé sa vie entière à lire. Et donc tous les soirs, il leur raconte un Alphonse Daudet, un Marcel Aimé, un roman, un Balzac, etc. Et donc tous les soirs, un peu comme chez Sherazade, il a une histoire à raconter et ils sont absolument éblouis. Et donc en échange de ça, il lui offre cette vie magnifique et lui, il ouvre cette perspective des milliers d'histoires que les humains ont créées. Voilà. Et si Hector avait lu Florence Hénault et Julie Arcoulin, ça aurait sûrement donné du carburant à la révolution contre Zeus. Est-ce que vous êtes des grandes lectrices, toutes les trois? Et qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous êtes dans les ouvrages féminisme ou dans les ouvrages d'actualité, ou est-ce que la fiction, le roman, ça a de la place chez vous trois? Alors, je ne sais pas ce que c'est une grande lectrice. Je ne sais pas à partir de quand on est une grande lectrice, mais oui, je lis quand même beaucoup. Ces dernières années, plutôt des essais. Et oui, bien sûr, de la lecture féministe, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais une pause là maintenant parce que c'était un peu trop. Et j'ai envie de me remettre au roman vraiment. Mais oui, je lis beaucoup. Surtout des témoignages aussi. J'aime bien les récits de vie vrais. Les biographies, voilà. Moi, j'ai été une très grande lectrice, très, très, très tôt. Pour ça, mes parents étaient anti-télé, donc je n'avais pas des masses de choix. Et je me rends compte qu'en effet, ces dernières années, j'ai complètement troqué la littérature pour les essais. C'est ma mère qui m'a dit « Tu ne lirais pas autre chose ?» Que quoi, maman? Féminicide et ce genre d'essais. Je lis énormément d'essais. Principalement féministes, mais ça remplit un vrai besoin chez moi, un vrai besoin de m'armer, de mettre des mots de mettre des mots et des chiffres sur des énervements ou sur des manques de compréhension que je peux avoir de la société. Mais je suis persuadée que de temps en temps, ben oui, tiens, l'autre jour, parce que je me suis fait Paddington 1 et Paddington 2 sur Netflix d'affilée, j'ai passé un moment délicieux, parce que je me rends compte que lire des essais, Un silence de mort de Patrizia Romito, qui est un des essais fondateur pour moi, en tant que
peu féministe quand j'ai commencé à me construire sur ce sujet-là. Lire ce genre d'essai, c'est super. Ça cadre ma colère et ça cadre mes pensées. Mais alors, passer 3 heures devant un ours qui mange de la marmelade, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me remette à des romans, à des choses un petit peu plus légères. J'ai l'impression que je ne me nourris que d'horreur, en fait. Et quand ce ne sont pas des essais féministes, je m'endors tous les soirs en mettant des podcasts. Généralement, c'est un affaire sensible. Là, je les ai tous écoutés, donc je suis passée à Faites entrer l'accusé. Et rien tel qu'un bon féminicide pour m'endormir. Et finalement, je ne me nourris que de ça. Après, on va essayer de vous faire sortir de vous faire sortir de votre bulle. Valentine Delecourt, grande lectrice. J'ai lu les tout grands. Donc j'ai lu Virginia Woolf et Simone de Beauvoir. Et on m'a offert pour mon anniversaire d'une amie très engagée Les couilles sur la table, qui m'a beaucoup amusée et beaucoup instruit, parce qu'il y a plein de chiffres, plein de choses très intéressantes sur l'argent public par rapport au sport, plutôt donné au sport masculin que féminin. Voilà. Mais de manière générale, je ne lis absolument pas d'essais féministes. J'aime beaucoup les ouvrages d'histoire et évidemment, je lis énormément de romans. Est-ce qu'on vous a donné envie à toutes les trois, à préciser que l'ouvrage de Valentine Delecourt, Au Jardin des Immortels, c'est aux éditions Mols. Est-ce qu'on vous a donné envie à toutes les trois de vous lire les unes les autres? Imaginez qu'il y en a une qui répond non. Oui, c'est ça. Eh bien, C'est gênant quand même. c'est l'exercice de la vérité. Non, oui, bien sûr. Florence, c'était pas. Enfin, déjà avant de venir, j'avais envie de la lire. Je ne connaissais pas Au Jardin des Immortels, mais oui, ça m'a donné envie. Ouais. Surtout pour répondre à ce Est-ce que c'est aussi besoin de chouette que roman. Paddington? Est-ce que ça va me... Il y a moins d'ours, mais il y a des C'est pas- sphinx. Ok, parfait, je prends. Il y a un niveau de lecture quand même un tout petit peu plus compliqué, mais je pense que pour vous, c'est accessible. Non, mais vous Florence. n'avez pas Il y lu a- Paddington. C'est un livre de mon enfance. C'est génial, ce bouquin. Ouais. Valentine Delecourt, vous êtes prêt à vous plonger dans les essais de Julie et Florence? Mais bien sûr. Merci à toutes les trois d'être venues dans Connaissez-vous et d'avoir présenté vos ouvrages respectifs. On va accueillir maintenant ZNT, c'est le nom du duo formé par Zouz et Théa. Elles sont déjà venues dans cette émission. On va avoir la chance d'avoir un petit extrait, un petit teaser d'un spectacle qu'elles ont monté en Avignon l'été dernier et qu'elles présentent désormais sur les scènes bruxelloises. Le spectacle s'appelle Bitume et l'extrait qu'on va entendre maintenant s'appelle Sur le boulevard. Sur le boulevard, À Bruxelles, il y a toutes ces routes, tous ces doutes tous ces fragments d'histoire. qu'on a croisés sur le trottoir, Dans un bar, dans un morceau de nuit noire. alors sur ce boulevard, il y a tous ces cris qui nous ont fait écrire. Sur le boulevard, il y avait cette façade où on avait collé illégalement des slogans. En fait, on voulait faire les sales meufs, donc on y avait été cagoulés. Sauf que dans le stress, en se faisant la courte échelle, limite je donnais mon numéro national, tu sais. Du coup, ça faisait Théa bébé plus de colle. Chaud, Zouz, t'es lourde. On n'était plus trop anonymes. Sur le boulevard, il y a les lumières qui basculent. Il y a des bouts de vie qui rentrent figés un instant de nuit dans leur domicile, et puis il y a tous ces bruits qui dorment ici, dehors, sur le boulevard, qui débitent sur des flots oubliés les rimes d'une poésie nocturne que le système appellera nuisance. Elle était là, les flics au feu rouge. Traverser le boulevard, c'était justement sa force. Je connais la fin de l'histoire, mais je cherche encore sa faute. Est-ce le fait de leur avoir semblé être femme, être pute ou être trans près d'un boulevard nocturne? Sur le boulevard, il y avait ce squat. Chut, vous gueule. Chort des chiottes un peu beurrées, prête à retrouver ambiance bourrine. 2 minutes plus tôt, ça a kické dans le mic. Il y avait de la food, de la bière, de la trance, petit barbecue, petit arpé, j'étais dans le mood. Ben ouais, Covid oblige. Il y avait que les squats où on pouvait kicker nos rages. Sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse. Même quand d'autres étaient confinés. Même qu'il a vu de ses yeux de gosse plusieurs personnes se faire déloger quand il faisait déjà quasi noir. Lui, avec sa mère, il a pu rester devant le casino et lui, il est né quasi là, alors ça le rassurait. Sur le boulevard, il y a ce couple, immobile. Ils sont encerclés. Si l'on regarde bien, on dirait que des gens dansent autour d'eux. Ils ont même un dress code, le gris. Peut-être que c'est stylé d'être assorti avec la pluie, avec le ciel de la gare centrale de Bruxelles. Mais soudain, la chorégraphie s'arrête. Et l'homme est arraché du couple. Il est arraché du couple par les bras et il est plaqué sur le pare-choc du camion blanc. Et un cri strident retentit. Un cri de femme qui tente de résonner devant cette gare centrale, mais personne ne l'entend. Sur le boulevard, il y a aussi ce jeune. Il n'a pas encore touché à ses 18 ans, pas encore l'âge des démissions, et pourtant il fait demi-tour. Sur le boulevard, il y a cette bouche de métro.
qu'il a emprunté à 7h30, un matin teinté de fatigue. Une rentrée de plus pour user ses rêves qui fuguent. Il est maintenant 9h20 et notre ado erre. À l'entrée de l'école, ce matin, il s'est fait tège. On lui a dit « T'es pas en rue ici, t'es pas au quartier, va te changer ». Sauf qu'en vrai, son jogging lui a coûté 180 et sans crédit. Mais en jouer, il le sait, c'est pas crédible. Sur le boulevard? Tu te souviens? C'était juste après cette manif. En fait, on était partis avant la fin parce que les émeutes, c'était sans doute la suite. Et on suivait le boulevard quand il y a eu cette dame paniquée qui a frappé avec ses poings sur le combi de flic. Elle hurle que son ex la pourchasse dans la ville. Ils ont redémarré. Ils ont même pas ouvert leurs vitres. Sur ce boulevard, tu m'as arrêté et tu m'as dit « Vous avez grillé un feu rouge, mademoiselle, vous savez, on vous a vu. » Mais tu me regardais pas. Tu m'as dit « C'est le code, hein, et l'amende est chère. » Mais tu m'as pas regardé. Celui que t'as fixé se trouvait à l'arrière, sagement passager. Toi, tu voulais que ce soit lui qui se fige. T'as sans cesse répété avec un accent qui, chanceux dans tes contrées passe-crème, que c'est le code de la route, c'est le code de la route, sauf que non, monsieur, c'est le code de la rue. Et puis tu t'étonnes qu'elle te déploie son mépris en effet boomerang, et bah en effet, fallait s'y attendre. Ah, monsieur l'agent, c'est quoi? Le lendemain, j'ai grillé un feu rouge au même endroit à la même heure, sauf que j'étais toute seule sur scooter. Une voiture de police m'a cramé et l'agent m'a lâché un sourire. Après avoir guetté ma mini-jupe, qui est même pas réglementée quand tu roules sur le bitume en 50 cc, mais t'inquiète, ça on le sait, que c'est parce que c'est pas le code de la route, mais son code de la rue. Alors lui m'a souhaité une belle soirée, avec ce sourire vicieux qu'il esquisse. Belle route, mademoiselle. C'est ça, ouais. Et surtout, belle justice. Sur le boulevard, un extrait du spectacle Bitume de ZNT, spectacle qui avait été monté en Avignon et qui tourne maintenant. Vous aurez l'occasion de le voir, par exemple, au Centre culturel Jacques Franck. Ce sera le 26 janvier. Il y aura également séance de rattrapage au public. Ça, c'est à Saint-Josse. Ce sera du 20 au 23 février. Et puis, il y aura encore des dates à la Balsamine. Essayez de surveiller les dates et essayez de voir ce spectacle. Ça vaut vraiment la peine. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous. On se retrouve la semaine prochaine.